Salut à tous et bienvenue dans un nouveau voyage dans l'esprit des sportifs. Dans cet épisode, nous découvrirons les émotions traversées, les histoires et les enjeux d'un athlète sur la route de son propre succès. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental, et je vous amène voir ce qu'il se cache au-delà des médailles. C'est parti. Merci Clara d'être dans mon podcast Au-delà des médailles. Vraiment ravi de t'avoir avec moi. Pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter, mais pas en tant que skieuse, etc. Parce que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, en général te connaissent, mais plutôt comme tu n'as pas l'habitude de te présenter ou comme on n'a pas l'habitude de t'entendre. Eh ben salut, merci de me recevoir dans ton podcast. Je m'appelle Clara, j'ai 30 ans. Je suis une fille passionnée qui fait du sport, une multitude de sports, qui fait plein de choses et qui le fait avec passion à chaque fois et je pense détermination. Et c'est ce qui m'a amenée à être, je pense, la skieuse que je suis. Ok, trop bien. Bah, merci. Et actuellement, c'est quoi les sports que tu adores pratiquer à part le ski? Ouais, je fais beaucoup de sports qui m'amènent dans la montagne. J'aime bien l'escalade, j'aime bien le ski de rando, un peu l'alpinisme, tout ça. Ok. Du coup, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, dans notre sport, on a l'avantage en préparation physique, de pouvoir toucher à plein d'autres sports à côté. Et du coup, c'est cool parce que tout ce qui est globalement les sports outdoor, c'est ce que je préfère. Ouais, carrément. Et puis bah, là où tu habites, j'imagine qu'il y a de quoi faire. Ouais, carrément. Ouais, La région m'emmène vers ça. Les montagnes sont jolies ici. Ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, là, dans le podcast, on va parler de ski, on va parler aussi de ta vie, de là où tu viens et tout ça. Et pour commencer, je pense que c'est bien qu'on parte du début. Où est-ce que tu as commencé à skier et pourquoi, en fait, tu es resté dans le ski et pas faire autre chose? Alors moi, initialement, je viens quand même d'une famille de skieurs. Ma maman était en équipe de France de ski et mon papa a fait aussi un peu de compétition et après a travaillé pour la marque de ski Dynastar. Donc c'est eux qui m'ont amené sur les skis. Et puis j'ai grandi en station, donc le sport que tu fais quand t'es petit, l'activité extrascolaire, c'est du ski. On est tous sur les skis. Et puis voilà, après j'ai commencé par le club et ensuite un peu des compétitions. Et puis c'est avéré que j'étais bonne. Ouais. Et je pense que je me suis pris au jeu de la compétition, des podiums, de gagner. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à faire du ski et à gravir les échelons petit à petit. Okay. Ouais, donc c'est aussi un petit peu les résultats qui t'ont permis de rester dans cette discipline. Ou est-ce que c'est uniquement la passion et le fait d'aimer les sensations et tout ça? Je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Parce que ma mère et mon père, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inscrit à plein de sports différents. Donc j'ai fait de la natation quand j'étais petite. J'ai aussi fait de l'équitation pendant longtemps. J'ai fait des compétitions dans les sports, dans ces sports. Et je pense que si ça avait été que la compétition, je pense que j'aurais pu aller dans un autre sport. Mais c'est avéré que c'est le ski et du coup... voilà. Ouais, très bien. Okay. Et on va parler aussi des jeunes années, Écureuil, Benji et tout ça. Je le sais déjà, mais c'était quoi ton niveau à cette époque? Ouais, j'étais tout le temps sur les podiums. Ouais. Il y avait toi, il y avait Estelle Alphand. Ouais, et Lucie Picard aussi, Romane Miradoli. Ouais. Alors, elles avaient un an de plus que moi, mais... Dans ma génération, il y avait aussi Laura Gaucher qui était là. C'était vraiment ma rivale dans les critériums régionaux. Laura, c'était la fille à battre. Mais ouais, c'est des filles qui ont encore après continué le ski. Ouais, carrément. Et après, on était une année sur deux ensemble avec Romane Miradoli, Lucie qui était assez forte. Et on a partagé quelques écureuils d'or justement comme ça, à se battre. Mais c'est chouette, c'est des bons souvenirs ces courses. C'était l'occasion de partir. Alors t'avais un peu l'impression de partir à l'aventure quand t'allais aux écureuils d'or parce qu'ils étaient un peu dans toute la France. Tu partais en stage, c'était un peu les premières fois aussi où on sortait de notre station, où on faisait les choses différemment. Alors ça faisait un grand événement pour nous. Moi d'ailleurs actuellement il y a les championnats de France aux Ouches, à Cham et tout. Meugève, je crois qu'il y a des écureuils d'or la semaine prochaine. Non, c'est cette semaine, les filles, ça a commencé aujourd'hui. Ok, voilà. Donc c'est cool qu'on puisse en parler. Toi, comment tu les vivais ces écureuils d'or ou ces championnats de France à ce moment-là? C'était beaucoup de pression pour toi? C'était que du plaisir? Tu avais du détachement? C'était comment? Franchement, je crois pas que j'en ai un souvenir de pas de pression du tout.
je pense que je les vivais, que ce soit un critérium régional ou un championnat de France. Je pense que je les vivais parce que je faisais du ski et que je savais que j'étais forte, mais je déroulais un peu ma partition sur les courses et je sais que j'étais très frustrée quand j'étais pas sur les podiums parce que j'avais l'habitude de l'être tout le temps. Donc je pouvais avoir un peu ce caractère un peu d'enfant gâté qui est vraiment qui pleure en bas des courses parce qu'elle a fait 4e ou 5e. Mais j'ai pas un souvenir évidemment de stress, mais plus de jeu, je pense, à ce moment-là. Ok. En tout cas, c'était pas quelque chose qui te limitait ou qui était non, insurmontable. Il me semble pas à cette période. C'était il y a déjà c'était un petit moment. Moultes années. Et du coup, il y a cette période où tu dis que tu gagnais tout, il y avait pas mal de podiums et tout ça. On arrive vite après en année FIS. Et le cut entre U16-2 et FIS, il est toujours assez impressionnant. Toi, comment ça s'est passé quand tu es rentrée en FIS ? Alors, moi, à l'école, j'avais 1 an d'avance. Donc, en fait, je suis rentrée au lycée déjà, j'étais pas encore en FIS. Donc, j'ai pu déjà un peu, à ce moment-là, je pense, faire une espèce de transition parce que j'avais été prise dans les comités avec des filles qui étaient sur la FIS, qui avaient 1 an de plus que moi, mais moi, j'étais pas encore en FIS. Donc, je pense que j'ai déjà pu aussi prendre un peu le train à ce moment-là. Et après, quand je suis rentrée en FIS, alors j'avoue que j'y comprenais pas grand-chose. Je me souviens très très bien de ma première FIS, c'était à Val Thorens, en géant. Et je me souviens avoir fait 70 points, je crois, ou quelque chose comme ça. Et j'avais aucune idée de ce que ça représentait. Alors je demandais un peu aux collègues un peu ce que c'était. Elles me disaient si c'est super bien, et puis maintenant avec du recul je me disais 70 points c'était pas terrible finalement. Mais oui, et après j'ai fait une super première année FIS. Je pense que j'ai été à peu près au même titre qu'Estelle. On était un peu les étoiles montantes du ski alpin, et c'est vrai qu'à ce moment-là je commence à en prendre conscience. Et comme il y a eu des FIS, je fais des super points. J'ai été assez vite qualifiée sur les Coupes d'Europe. Okay. Et ensuite, et l'année d'après, j'ai fait mes premières années en équipe de France. Okay. Donc j'ai été assez vite montée dans les cursus. Assez vite, carrément. Okay. Et comment tu as vécu cette ascension très rapide ? Des fois, je pense que c'est pas facile de toutes les années s'adapter et puis devoir être de plus en plus forte, etc., avec des niveaux de plus en plus élevés. Comment tu as vécu, toi, cette ascension ? Je pense qu'au début, je m'en rendais pas trop compte. J'étais ultra fière de faire mes premières Coupes d'Europe, je me souviens. Je pense alors, je peux pas parler pour elle, mais au même titre qu'Estelle, on a été vite mis sur un piédestal qu'on méritait peut-être pas forcément, et qui est aussi dur à porter. Et c'est un peu... en fait, dès qu'on skie bien un peu dans le milieu, dès qu'on est jeune et qu'on skie bien, on est vite assez vite repéré. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, sur la façon d'être géré, parce que les premières années, ça s'est bien passé, mais après, sur la Coupe d'Europe, tu te rends compte que t'es pas tout le temps devant, et après, c'est des claques qu'on prend et qui nous remettent quand même bien à notre place. D'avoir été un peu mis comme... quand on est jeune, on se dit en fait on est la meilleure, et en fait se rendre compte, se prendre un peu un mur en se disant non, il y a des gens qui sont vachement plus forts que toi. Je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu touchée pendant quelques années, quoi. Okay. Ça a eu quoi comme impact sur toi, ce mur, j'ai envie de dire ? Ouais, je pense que je suis pas quelqu'un qui a une grosse confiance en moi, et je pense que ça a pas aidé. Ça a pas aidé. Je pense que je me suis un peu perdue à un moment. C'était difficile à gérer, en fait, se retrouver, se dire en fait va falloir s'y coller, parce que le niveau au-dessus, il est quand même loin au-dessus, et du coup c'est un peu de remise en question, et c'est une remise en question quand t'es assez jeune. Et parce que là on parle de quoi, t'avais 17-18 ans, ouais, sûrement, exactement, c'est ça ? peut-être 18-20 ans. Ouais. C'est pas facile de passer de on gagne tout, on est enfant, on se rend pas trop compte de ce qui est autour, et puis après tout d'un coup en fait c'est plus le même monde, exactement, c'est plus le même monde, et tu rentres dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et surtout que ça allait très vite. Est-ce que tu penses que tu aurais géré ça différemment si tu avais passé 2 ans en FIS
à un peu tout gagner, mais des fois de prendre des claques. Puis après, faire 2 ans ou 3 ans en Coupe d'Europe à essayer de te trouver. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent? Qu'est-ce que ça aurait apporté de différent? Peut-être que moi, ça m'aurait aidé. Alors, il y a des, il y a des gens pour qui ça va très vite Bien sûr. et pour qui ça se passe très bien. Peut-être que moi, j'aurais mérité de construire un peu plus une base solide au début. Bon, maintenant, on va pas réécrire Non, mais bien l'histoire, sûr. mais C'est sûr. je sais pas comment ça se serait passé. C'est clair. Mais c'est sûr que les premières années sur la Coupe d'Europe, même je dirais sur la Coupe du Monde, n'ont pas forcément été très évidentes. Et qu'est-ce qui est dur concrètement dans le fait de tout gagner, puis après de beaucoup moins gagner? C'est quoi qui est dur? C'est le fait de se rendre compte du niveau réel? C'est le fait que ce soit plus aussi facile qu'avant? C'est quoi la Ouais, difficulté? je pense qu'il y a un peu de ça, c'est que ce soit plus aussi facile qu'avant. Et puis moi, je pense, et j'ai encore ce problème, je pense que j'ai du mal à détacher ma valeur de personne Ok. en différence de mes résultats, en fait. Ouais. Je sais pas si ça a trop de sens, mais... T'as l'impression d'être... voilà, quand tu fais un résultat nul, t'as l'impression d'être nul et c'est d'être pas une juste personne la skieuse exactement, qui ouais. est nulle. Et du coup, je pense que ça, c'est ce qui a été le plus dur à ce moment-là, c'est Ok. de se dire que j'étais pas complètement nulle, en fait. Ok. Que mes résultats n'étaient pas forcément là, mais que j'étais pas Donc ça complètement ne te nulle. définissait pas. Exactement, non. ouais. Et à ce moment-là, comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que tu en parles à tes coachs? Est-ce que c'est plutôt renfermé? C'est comment pour Ouais, toi? je pense que ça a été difficile. Je pense que j'ai enterré beaucoup de choses au fond de ma tête. J'ai toujours eu un gros problème mental et je pense que je l'ai encore d'ailleurs maintenant. C'est ce qui me limite le plus, je pense, dans ma carrière. Et ce qui me limitera le plus dans ma carrière, c'est cet aspect-là. Et oui, j'ai une vraie tendance à me braquer, à me renfermer sur moi. Donc, aller parler à des gens, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Ok. Et je pense que du coup, je l'ai mal géré. Là, actuellement, tu es accompagné en préparation mentale. Qu'est-ce qui t'a permis de franchir le cap, de passer de « Ah, c'est un peu difficile d'aller parler » à « Bon, allez, je prends quelqu'un pour pouvoir discuter de tout ça ». Parce qu'au bout d'un moment, ça va faire, je dirais, 14 ans que je fais ce que je fais. Je voyais aussi que mon niveau, et toujours d'ailleurs à l'entraînement, est bien meilleur que mon niveau en course. Et je me suis dit, va falloir progresser quelque part. Physiquement, je vais bien. Techniquement, je vais bien. S'il y a un endroit qui pêche, c'est dans la tête. Et ça n'a pas été facile de trouver une bonne personne. J'ai mis du temps et je viens peut-être juste de trouver la bonne personne. J'ai beaucoup changé de... Okay. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des préparateurs mentaux différents. Et maintenant, je travaille avec Marie-Laure Brunet. Ouais. Et ça se passe très bien. Mais je pense que je regrette un peu de pas avoir trouvé quelqu'un comme ça, en tout cas dès le début. Parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé dans ma carrière. Et je pense que ça peut aider plein de gens d'entendre ça, que c'est pas facile de trouver. Et c'est normal aussi de trouver le bon feeling, la bonne confiance et tout. Toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'avec Marie-Laure, c'est bien et que c'est comme ça que tu te sens bien? Parce que je pense que c'est surtout un feeling qui passe. Et puis la façon dont elle a... je pense que c'est aussi une des premières qui me caresse pas dans le sens du poil. Et que je pense que j'ai besoin de ça. Ok. Et en fait, j'ai toujours eu cette tendance à me dire je vais me débrouiller toute seule. Le mental, non, mais ça va. Enfin, on a toujours l'impression que ça va bien. Ouais. Jusqu'au moment où on se noie, en fait. Et à chaque fois que ça allait bien dans la tête, je me disais, j'abandonne. Enfin, c'est bon, je vais bien, donc je continue pas. Et en fait, c'est un travail, au même titre que l'après-physique, c'est un vrai travail qu'il faut faire sur soi, sur tous les jours. Et... Que je délaisse encore un peu trop, mais que j'essaye de prendre en compte. Ouais, t'aimerais y passer plus de temps, y mettre plus de... Oui, il faudrait que j'arrive à y mettre plus d'énergie, mais c'est encore quelque chose dans ma tête où ça peut passer au second plan. En fait, ce qui est difficile à voir, c'est que sur l'aspect physique, sur l'aspect technique, tu changes quelque chose, tu vois tout de suite les résultats. Et moi, j'ai cette impatience qui fait que... si j'ai pas les résultats au bout de 3 séances, je me dis que ça sert à rien et que et ce qui est complètement faux parce que ça demande du temps. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'implication. Et il faut croire au process, je pense. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire, mais
essayer de continuer là-dedans, quoi. C'est un peu comme la préparation physique, toi. C'est pas en faisant 3 fois des abdos que tu Que vas ça marche, gainer, exactement. L'avantage, c'est que j'ai une base en prep physique que j'ai pas en prep mentale. Okay. Mais je travaille dessus. Ouais, très bien. Parce que toi, quand tu étais dans la période des écureuils et tout ça, j'imagine que tout allait bien, ou même là, il y avait des fois où tu avais des doutes, où tu n'avais pas forcément confiance en toi? Je pense que j'ai toujours eu un peu ces doutes, que je les aurais toujours d'ailleurs. Mais j'ai pas un souvenir de manque de confiance en moi. Okay. En fait, j'ai l'impression que je me posais pas la question, donc ça roulait, quoi. Donc ça roulait, ouais exactement. Ok. Et on va venir un peu plus à aujourd'hui, à comment ça se passe. Et moi, toi, avec la saison actuelle, j'ai l'impression que ça peut être difficile pour toi. J'ai l'impression que tu es la seule fille dans le groupe géant, tu vois. Des fois, ils font venir des filles en slalom ou des plus jeunes et tout ça. Comment tu vis le fait d'être le seul pilier, entre guillemets? Est-ce que tu es souvent toute seule? Comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est la grosse question que j'ai, c'est à double tranchant. Ça fait maintenant 3 ans, depuis que Tessa et Coralie ont arrêté, que je suis vraiment toute seule dans le groupe géant. Et la première année, je pense que ça m'a aidée, que ça m'a mis en confiance parce que tout était fait pour moi et que du coup j'en ai profité. En fait, tu as un programme personnalisé, et que je me suis pas rendu compte de tout ça. Du coup, de fil en aiguille, j'avais un technicien qui était que pour moi, quasiment un coach qui était pas, c'était pas écrit sur le papier comme ça, mais ça a été l'effet de course, c'était ça. Et c'était bien, on avait des résultats et c'était vraiment bien. Mais c'est à double tranchant en fait. D'avoir une petite équipe, c'est si ça va bien, tout roule. Mais si ça va pas bien, tout le monde se tire vers le bas en fait. Et c'est vrai que depuis 2 ans, en tout cas l'année dernière, ça a été très très lourd. Okay. C'est lourd d'être la seule, parce que si je suis pas en bas, c'est toute une équipe qui fait la tête. Donc et je prends les choses aussi très personnellement. Donc quand je vois la déception des coachs, je me dis que d'une certaine part, je les ai déçus, que ce genre de choses. Donc c'est assez lourd. Alors que si on avait une équipe, quand on avait Tessa, moi, si je prenais pas la qualif, que Tessa gagnait, c'était transparent, on le remarquait pas, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a été lourd à porter. Du coup, c'est de l'année dernière, j'ai décidé de faire de la vitesse pour ça, pour rejoindre un groupe, vraiment. Et qui me fait beaucoup de bien. C'est un groupe de vitesse. C'est des filles qui ont mon âge. Parce que l'année dernière, j'étais un peu dans un groupe slalom avec des filles sympas, mais qui sont peut-être plus jeunes, avec qui j'ai moins d'affinité, en tout cas, que ce que je peux avoir avec certaines du groupe. En tout cas, on est plus sur la même longueur d'onde. De toute façon, dans le groupe vitesse, tu parlais de Romane Miradoli tout à l'heure, de Laura Gaucher, on se connaît depuis longtemps, donc c'est plus facile aussi de créer des liens. Et du coup, ça m'a fait du bien, en tout cas déjà de m'entraîner avec un groupe, et puis de repartir sur une autre discipline aussi, qui est le Super G. Mais c'est vrai que je suis contente quand il y a des filles qui viennent, je suis contente. Là, dernièrement, Dorian qui prend les qualifs aussi avec moi, je me dis, c'est cool de pouvoir partager ça. Je suis pas la seule, j'ai pas toute la pression à avoir. Et ça fait du bien, parce que c'est quand même lourd à porter. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, moi, derrière mon écran, toi, quand je vois que t'es la seule au départ, je me dis, c'est vrai que ça doit être lourd à porter. Toi, tu parles de l'équipe, et après... moi, je vois juste le drapeau français et qu'il n'y a qu'une représentante. Toi, au-delà même de l'équipe fédé, c'est la France aussi que tu peux représenter. Et que je le comprends, la pression. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Ou comment tu te sens au départ? Est-ce que tu y penses? Toi, à 5 dossards avant que ce soit toi, est-ce que tu dis, bon, là, il y a un peu la pression? Ou c'est les jours d'avant? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai un drapeau français sur les épaules. Mais j'y pense. Moi, je fais du ski pour moi avant de faire du ski pour la France. Parce qu'en plus, je pense qu'il vaut mieux que je le fasse comme ça. Mais c'est plus dans un groupe, en fait. C'est plus l'émulation
d'un groupe plus que de la France en elle-même qui peut me manquer, en fait, qui peut me sortir un peu, parce que quand je suis dans une mauvaise passe, en plus, il suffit, quand t'as un groupe, il suffit qu'il y en ait une qui ait fait un bon résultat, qui est de bonne humeur, on peut se raccrocher à ça, on peut aller rigoler avec eux. Quand t'es tout seul, c'est plus morose, quoi, comme ambiance. Et en plus, moi, j'aime bien me tirer des balles dans le pied, donc du coup, je me noie bien au fond, quoi. Et du coup, c'est plus ça qui peut être lourd plutôt que le drapeau français. Après, Et je me dis aussi que, comme c'est une petite équipe, que tu dois avoir une bonne relation, ou en tout cas que tu dois souvent voir ton coach et tout ça. Moi, j'aime bien parler de la relation entraîneur-entraîné. Comme j'étais entraîneur, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comment ça se passe avec l'entraîneur? Toi, quand tu dis que tu t'enfonces ou que tu te noies, à quel point est-ce qu'il t'aide? Ou à quel point est-ce que tu as besoin de son aide? Ça se passe comment? Alors, j'ai eu un nouvel entraîneur depuis cette année. Ça a changé un petit peu les staffs cette année. Et j'ai un nouveau référent, Grégory Masson. Qui habite pas loin, je crois, en plus. Hein. Qui habite vers Saint-Jean-de-Sexte. Et puis Cyprien Richard aussi, qui a rejoint l'équipe Géant un peu. Et donc on apprend aussi à se connaître, à voir comment on fonctionne. Ça marche très bien. Avec, je pense qu'on commence à comprendre comment chacun fonctionne. Je suis très contente de l'avoir avec moi. Déjà, il m'a apporté un nouveau regard sur mon ski, sur ma technique, mais que ce soit Greg ou que ce soit Sip, des nouvelles choses. Et parce que ça se passait très bien aussi avec les entraîneurs que j'ai eu précédemment, mais ça faisait très longtemps que j'étais avec eux. Et je pense que eux comme moi, on savait plus quoi se dire. Donc ça a été bien. Et après, c'est de construire cette confiance que je peux en plus enlever à la personne assez rapidement, moi. Parce que j'ai une tendance à surinterpréter beaucoup de choses. Donc important la communication et tout ça. Ouais, exactement, que j'ai du mal à avoir. Donc alors j'essaye, c'est un work in progress comme on dit, mais c'est sûr que c'est important, parce que déjà ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est de pas voir leur déception au pied des courses, en fait. Parce que c'est hyper dur, je trouve, d'arriver en bas et toi d'être déçu de toi, et de voir en plus que derrière t'as déçu, en plus de toi t'as déçu les autres, et ça, je crois qu'ils l'ont compris. Alors évidemment, ils sautent pas de joie quand tu tiens une cul, mais on arrive à essayer de trouver un peu du positif, et je pense qu'ils arrivent en tout cas à m'aider du mieux qu'ils peuvent. Ouais, trop bien. Il y a June aussi qui parlait de Greg Masson. Donc tu es la deuxième personne, il va falloir qu'il vienne à mon podcast un jour. Ok, trop bien. Et donc là, on parle du coach. J'aime bien parler aussi de la relation avec les parents. Comment ça se passait quand tu étais plus jeune avec tes parents? Donc j'accompagne des jeunes, et souvent c'est parce que les parents, ils n'ont plus les mots, ils savent plus où se mettre, etc. Ils savent plus trop comment gérer leurs enfants. Toi, comment ça se passait avec tes parents? Alors, moi, je pense que j'ai eu des parents qui connaissaient très bien le milieu. Et c'est un vrai plus, parce que ils ont toujours été là. Parce qu'il y a eu des moments dans ma carrière où ça n'était pas facile pour eux de se positionner non plus sur comment faire, parce qu'ils me voyaient en détresse, mais en même temps ils voulaient pas non plus s'impliquer. En fait, ils savaient que c'était pas leur rôle d'être entraîneur, en fait. Donc ils voulaient pas prendre cette place, je pense. Et en fait ça a été quand même vraiment un soutien. Alors je suis un peu une taiseuse aussi, on a tous un peu des taiseux dans la famille, mais je pense que déjà je sais que ils sont très fiers de ce que je fais, et que si j'avais arrêté il y a 10 ans, que j'ai continué avec la carrière que j'ai faite, que j'arrête maintenant, en fait c'est mes parents. Et c'est pas mes entraîneurs, c'est pas... Évidemment, ils sont super contents quand je fais des résultats, et ils sont souvent là sur les courses et tout ça.
mais j'ai jamais eu de pression par rapport à eux. J'ai jamais eu de... Ouais, c'est mes parents, ils sont là et c'est un peu mon filet de sécurité. Ouais. Je sais que je tomberai pas. Si je tombe, ils sont là, quoi. Okay. Et c'est plutôt très agréable de les avoir derrière moi. Trop bien. Ouais. Bon, ça fait un petit moment qu'on parle de choses un peu, j'allais dire négatives, mais en tout cas pas simples. J'aimerais bien aussi qu'on parle des choses hyper agréables. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as, ou en tout cas la chose qui t'a rendu le plus fier et tout ça? Ouais, je pense que c'est un exemple que je reprends souvent, mais c'est quand je pense c'est mon week-end à Mont-Tremblant il y a 2 ans. 2-3 ans maintenant, je sais plus exactement, mais c'était je revenais d'une saison blanche parce que j'avais été malade et c'était pas tout de suite après, mais j'ai galéré un peu pendant quelques années à être très forte à l'entraînement et à pas concrétiser en course. Et en fait, le premier jour que je passe l'arrivée, je finis 10e de la course. C'est pas mon meilleur résultat en Coupe du Monde, mais je pense que ce moment-là, ça a été le plus fort dans les émotions parce que je me suis rappelé que c'était cool en fait. Et que ça m'a enlevé une pression en me disant que j'étais capable et pour le coup j'ai été vraiment très fière de moi et après grâce à ça j'ai réussi à dérouler un peu toute la saison, mais je pense que c'est pourtant c'était une 10e place, le lendemain je fais 4, mais je pense que cette 10e place elle avait une saveur encore plus forte que le reste. Et ouais, tu pourrais décrire un peu les sensations que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est tout de suite quand tu franchis la ligne que tu te dis ok, c'est trop cool d'en être là? Est-ce que c'est le soir quand tu t'en rends compte que tu as les messages des proches et tout? C'est à quel moment et qu'est-ce que tu ressens? Je pense que j'ai eu de la chance de le faire dans un endroit, ce résultat, c'était donc au Québec, qui adore les Français et qui avait beaucoup de monde. Et en fait, je me souviens passer l'arrivée et d'entendre l'air d'arrivée était assez exigu, donc ça résonne un peu. Et il y avait vraiment du monde et j'entends ces applaudissements et tout. Et en fait, c'est au moment où je regarde le tableau et je fais un rapide calcul dans ma tête et je me dis, je serais au pire, à ce moment-là, c'était 12. Ouais. Et du coup, là, je me dis, mais c'est trop bien, en fait. À ce moment-là, c'est vraiment dans l'air d'arrivée, je pense que je savoure le plus. Okay. Et, mais je pense que je réalise pas trop. Mais je pense qu'un bon résultat, on le réalise pas trop. Oui. Je pense que c'est un peu, à chaque fois, les messages des proches, les félicitations des autres gens et tout ce que ça peut amener derrière, qui font qu'un résultat, c'est bien. Mais je pense qu'on réalise jamais trop, parce qu'au final, le soir que je sois première de la course ou dernière, va quand même falloir prendre l'avion le lendemain et puis rentrer à la maison et puis repartir sur la course d'après. Ouais, carrément. Donc c'est plutôt les messages des proches et les choses comme ça qui font réaliser ça. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'au départ de la course, tu le sentais que ça allait bien se passer? Est-ce que les sensations pendant la course, elles étaient incroyables? Alors non. Alors c'est toujours les meilleures performances que j'ai faites. J'ai toujours eu l'impression d'être complètement à l'envers, à la rage, de rien maîtriser de ce sujet. Et c'est justement là-dedans que j'essaye d'aller chercher, parce qu'il y a une espèce de lâcher-prise qui est pas forcément très agréable, parce que on nous apprend beaucoup à faire un geste bien fait à l'entraînement, et finalement quand on va vite, c'est pas forcément dans la réflexion. Donc c'est quelque chose qui sort aussi un peu de la zone de confort, et c'est pas forcément très agréable. En fait, je me souviens, je sais que les meilleures courses que j'ai faites, c'était toujours un peu ce genre de sentiment. Et mais j'ai pas eu... j'étais pas au départ en me disant cette course, je vais la réussir. Je dis souvent que c'est pas... En fait, je pense que la première manche de ce premier jour, elle m'est un peu tombée dessus par hasard. Et j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, après,
de fil en aiguille, je me suis dit, cette manche, tu l'as faite, personne ne pourra te l'enlever, donc t'as plus rien à perdre. Et en fait, finalement, je fais une deuxième manche qui a moins de pression, je fais 10e, et puis après, je repars le lendemain en me disant, j'ai fait 10e hier, il peut se passer tout et n'importe quoi, mon week-end, il est réussi, et finalement, je fais 4e, et après, la saison s'est déroulée comme ça, mais je suis pas... en fait, j'ai pas eu cet état de flow, comme on dit, à se dire, de toute façon, la médaille... la médaille, le podium, ou peu importe, je vais l'avoir. Je crois que j'ai jamais ressenti ça, en tout cas. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à super bien skier, à avoir les bonnes sensations, etc., pour être sûr de faire la bonne performance. En fait, on se rend compte que pas forcément, quoi. On peut mal se sentir. Et puis, Mais complètement. En plus, si on regarde une Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas une Coupe du Monde qui a été gagnée sans faire une faute. Une manche, même une Mikaela Shiffrin qui est un métronome, elle a toujours un moment où elle fait une petite faute. Et je pense qu'on est trop dans il faut mettre ton bras dans ce sens-là, il faut appuyer comme ça, il faut prendre la ligne comme ça, plus que à l'entraînement, plus que dans vouloir aller vite, en fait. Parce que notre sport, c'est un sport où on se bat contre le chrono, mais pas contre un juge qui nous note. Et oui, il y a des fondamentaux qu'il faut avoir, évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, le corps, ce qui est le plus dur à faire, c'est de lui faire confiance et de savoir qu'on a des acquis et que des fautes, on va en faire et que c'est pas forcément très grave, quoi, parce que tout le monde va en faire. Et c'est dans les intentions qu'il faut avoir. Mais je dis ça de manière très posée, là, comme ça, mais c'est vraiment, mon cheval de bataille, donc... c'est vraiment ce que j'essaye de travailler. Parce que quand toi, tu fais des fautes, t'as l'impression que c'est une mauvaise manche ? C'est ça que tu dis ou... Ouais, moi, j'ai vraiment... Moi, quand je fais une faute, j'ai tendance à me crisper fort derrière en me disant, ça y est, c'est foutu pour chercher ce que t'as à chercher. C'est foutu, donc ça crispe mon ski. Et après je suis moins relâchée, je skie plus. Et puis voilà. Mais, Et comment ça se fait qu'avec du recul comme ça, posément, t'arrives à avoir conscience de ça ? Et que sur le moment, ça fonctionne pas comme là. Ouais, c'est parce que je pense que c'est des vieux ancrages bien profonds, des peurs aussi peut-être de plein de choses. Alors peut-être faudrait me faire une psychanalyse de quelque chose, mais je pense qu'il y a une recherche de la perfection qui est un peu ancrée en moi et du beau geste. Je dis souvent en rigolant que j'aurais peut-être dû faire un sport à notes parce que c'est souvent assez joli comme je skie, mais pas très vite. Et du coup, je suis un peu là-dedans et du coup, j'ai moins ce lâcher prise. Je pense que ce qu'on peut avoir et qu'on devrait avoir quand on va vite. Qu'on voit très fort chez les Américaines, par exemple, qui sont une Paula Molzan, elle fait des choses incroyables et finalement elle est tout le temps sur un podium, quoi, et elle est sur un fil à chaque fois et c'est peut-être ça qui me manque un peu. Mais c'est pas facile de se dire parce que c'est pas non plus dans ma personnalité, mais de se dire qu'on switch complètement le cerveau. Moi j'ai du mal à je réfléchis beaucoup, du coup c'est le genre de choses que j'ai du mal à lâcher. Puis après, comme tu dis, c'est ancré, c'est peut-être même dans ta personnalité le fait de skier comme ça, donc ça fait peut-être aussi partie de ton ski. Ouais, exactement. Peut-être que tu peux essayer de t'orienter un peu plus vers ça sans que ce soit non plus... sans que ce soit complètement... Exactement, complètement ton ski. De toute façon, on dit qu'on skie comme on vit, donc je pense que je pourrais pas changer tout ça, mais voilà. Et on a parlé un peu des écureuils, là où tu étais vraiment forte, etc. Est-ce que tu avais conscience que plus tard, ça allait marcher comme ça ? Est-ce qu'à cette époque-là, tu voulais déjà aller aux Jeux Olympiques, etc. ou c'est arrivé à fur et à mesure ? Non, à cette époque-là, je voulais être pilote d'avion. Ok. Voilà. Bien aussi, donc, donc du coup, ouais, non, j'avais pas... J'ai jamais eu d'idole. Alors, je regardais les courses parce que mon père, l'hiver, était pas là parce qu'il était sur les Coupes du Monde. Okay. Donc, du coup, je me souviens que je regardais les courses et tout ça, que j'ai pu aller voir quelques Coupes du Monde. On m'a donné des dossards. Enfin, j'avais un peu ça, mais je crois pas m'être dit à un moment, je veux aller aux Jeux Olympiques, je veux être championne de ski.
Ok. Donc, Et là, aujourd'hui, comment tu vis ces choses-là? Toi, il y a les JO dans quelques jours. Euh, Est-ce que c'est une excitation? Toi, moi, j'ai le truc de... Si un jour j'avais eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques, tu sais, ça aurait été l'excitation du petit enfant qui rêve d'y aller, tu vois. ok. Toi, comment tu vis ça? Est-ce que c'est une étape dans ta carrière? Est-ce que c'est un objectif à aller chercher? C'est quoi? Alors, oui, évidemment que c'est un objectif. C'est mes deuxièmes Jeux Olympiques, Mm. donc je les vis complètement différemment que les premiers. Je pense que les premiers, et le fait qu'ils étaient à Pékin, donc loin, donc on partait longtemps, on partait complètement dans un autre monde. Il y avait une vraie excitation de l'olympisme, et je pense que je les ai découverts avec des yeux un peu de spectatrice à ce moment-là. Mais c'est vrai que ces jeux-là qui arrivent, ben, là j'ai une semaine un peu tranquille à la Mm. maison, puis je vais partir, et en fait Ouais. ça va presque être mon plus petit déplacement de l'hiver, Ouais. et ça fait quelque chose de complètement différent dans la façon dont je l'aborde. Mais ça reste les jeux. En fait, il y a tout un... C'est plus le milieu extérieur qui va nous mettre un engouement différent par rapport à ça, plus que moi, en fait. Ok. En fait, Ouais, c'est l'environnement, vraiment. ouais, exactement. En fait, quand tu parles au grand public de la Coupe du Monde de ski, tout le monde s'en fiche globalement en dehors des montagnes. Par contre, tu vas parler à quelqu'un que tu as fait les Jeux Olympiques, ben, ça parle à tout le monde, en fait. Bien sûr. Et donc c'est plus ça. Et après, c'est sûr que je cracherai pas sur une médaille olympique. Ça, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, j'allais te poser, c'est quoi tes objectifs pour les JO? Je sais qu'il y en a qui veulent pas parler des objectifs. Toi, est-ce que tu es OK pour dire ce que tu comptes aller chercher Ben, moi, ouais, complètement. Ben, moi, si je vais au jeu, c'est pour aller chercher une médaille. Je sais que j'en ai les capacités. Je sais qu'il y a d'autres filles qui ont les capacités d'aller chercher une médaille. Il n'y aura que 3 places. Mais je sais que j'ai le ski pour si je mets tout en place pour le faire. Maintenant, il faudra mettre tout en place pour le faire. Mais voilà, en plus, je pense que ma position est plutôt cool, dans le sens où personne ne m'y attend finalement, parce que concrètement, j'ai rien montré à personne. Je le sais au fond de moi que je suis capable, parce que je me suis déjà entraînée avec ces filles, je les ai déjà battues, les filles qui sont devant. Mais voilà, après tout reste à faire. Oui. Donc j'y vais pour aller chercher une médaille. Maintenant, il n'y aura que 3 places. Ok. Il y aura que 3 places, donc ça dépendra aussi des autres, ce qu'elles font. Oui, bien sûr. Et voilà. Et ouais, t'as l'impression que ça te met moins de pression, le fait qu'il y ait que toi à peu près qui attendent ça? Ouais, carrément. Je pense que je serais comme Julia Scheib avec un maillot rouge sur les épaules. Pour ça, tu l'abordes pas de la même manière. Bon, après, t'as un maillot rouge sur les épaules, donc à la fin, ta saison, elle est quand même aussi pas mal, même si t'as pas de médaille. Mais je pense que c'est sûr que d'être outsider, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être dans l'ombre. De toute façon, moi, je préfère être être un peu pas aux avant-postes. Ok, ouais, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu vis une journée de compétition type? Toi, c'est quoi un peu La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec un jeune et il me dit est-ce qu'on va apprendre à faire des routines? Bon, moi, ça me fait rire parce que c'est pas les premières choses que j'aborde en préparation mentale. Mais est-ce que toi, tu as des routines? Est-ce que tu as des choses, je sais pas, à l'échauffement, ça se passe de telle manière et jamais d'une autre manière? Comment ça se passe pour toi? Alors, je pense que le programme crée la routine, déjà, qu'on a. C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que si on a un départ à 10h30, on a l'arco de 8h à 8h40, les échauffements après, on a un créneau, et puis après, je sais que... Donc, le programme en lui-même crée la routine. Okay. Les lieux aussi sont quand même toujours les mêmes. Enfin, globalement, d'une saison sur l'autre, on ne change pas beaucoup d'endroits. Mais c'est pas complètement cadré. Ouais. Je sais qu'il y a des matins où je me réveille 1 heure avant mon réveil parce que je suis complètement stressée. Okay. Dans ce cas-là, je vais essayer de répondre à ce stress par des outils que je peux avoir en prep mentale, de la respiration, des choses comme ça. Et puis après, une fois que la journée se met en route, se lance un petit peu, ce stress, il a tendance à redescendre. Puis il y a des moments où tu es plus stressé que d'autres aussi. Et ça, c'est... Je crois que pendant longtemps, j'ai essayé de
contrôler ce stress au lieu de l'accepter. Ok. Et je pense que le mieux à faire, en fait, c'est plus d'observer comment on est, plutôt que d'essayer de se remettre dans des états qu'on cherche, parce que c'est pas naturel, en fait. Okay. Et du coup, il y a des petites routines, je sais que je vais faire 2 ou 3 tours d'échauffement, mais ça va dépendre de comment je me sens sur les échauffements, si j'en ai besoin d'un ou 2. Oui. Je sais que la reconnaissance, je vais me mettre dans ma bulle juste avant le portillon, je vais essayer de pousser, de me concentrer vraiment sur la reconnaissance. Après, je calcule le temps que j'ai à mettre que j'ai entre la fin de la reco, des échauffements, et puis tout ça, je sais que j'aime bien être 15 minutes avant mon départ en haut, proche au départ, donc du coup j'essaye de calculer ça définit à quelle heure je commence à m'échauffer à sec, la suite, et voilà, mais c'est plus un rythme de course, et puis qui est ponctué par des petits outils en cas de stress dépassé, mais voilà. Okay. Et c'est quoi le meilleur moment pour toi dans une compétition ? Sans parler du résultat, toi, entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu franchis la ligne d'arrivée de la deuxième manche, toi, c'est quoi les meilleurs moments pour toi ? Je pense que je dirais l'échauffement. Parce que j'ai rarement pris du réel plaisir en course, parce que même quand j'ai fait des bons résultats, ça a toujours été un peu la guerre dans ma tête. Par contre, sur les échauffements, quand ils sont bons, même quand c'est du libre, parce que des fois ça arrive que ce soit pas très bon, j'ai toujours l'impression de me sentir assez bien sur les échauffements. Et puis même tout ce temps à passer sur les skis, c'est toute cette première partie, je pense, je dirais avant la course. Puis il y a des moments sympas aussi que j'aime bien, c'est que mine de rien, en fait, on voit tout le temps les mêmes filles au départ et on crée des affinités avec les filles des autres nations, des autres, alors pas avec toutes, mais globalement avec certaines. Et puis ces moments qu'on peut avoir de discussion, de choses, je trouve que c'est hyper riche. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu parlais de stress. J'ai envie qu'on parle un peu des émotions, parce que en ski, pour moi, ça reste quand même un sport extrême, le ski alpin. Pas tout le monde le dirait, mais moi, je suis d'accord avec ça. Et du coup, il peut y avoir pas mal de peur, pas mal de stress, de pression. J'ai envie qu'on parle un peu de la peur, surtout. Est-ce que des fois, tu as peur d'une piste, d'un tracé, surtout que maintenant, tu fais aussi un peu de vitesse. Tessa Worley, elle me disait qu'elle elle mettait un peu de temps avant de se réhabituer à la vitesse. Quand elle faisait longtemps du géant avant de repasser sur le super G, elle mettait quelques jours avant de se réhabituer à la vitesse parce qu'il y avait de la peur. Toi, est-ce que tu ressens de la peur dans ton quotidien ou de temps en temps ? Absolument tout le temps. Je pense que j'ai pas pris le départ d'un entraînement ou d'une course sans avoir peur, mais que ce soit facile ou que ce soit difficile. Parce que mine de rien, on met tout le temps notre intégrité à chaque départ, on met notre intégrité physique en jeu. Du coup, j'ai tout le temps peur, et je pense que c'est quelque chose que j'enlèverai jamais, et que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à en tout cas, au-delà de l'aimer, de respecter. Et ce que je trouve hyper intéressant dans la vitesse, et que j'ai découvert cette année, maintenant que je fais beaucoup plus de courses en Super G, et que j'aimerais d'ailleurs transposer sur le géant, c'est cet aspect de peur qui est, je trouve, essentiel. Dans le sens où, quand je reconnais une piste en Super G, quand j'ai d'abord peur avant de penser au résultat. C'est-à-dire qu'il y a un certain respect de la piste, et qui m'amène à me concentrer beaucoup sur ce que j'ai à faire, pour déjà arriver en bas sur mes 2 jambes, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Et du coup, ce respect qu'on peut avoir sur ça, ça amène à se focus complètement sur soi-même, sur ce qu'on a à faire, sur les lignes, ça fait une vraie concentration qui, je trouve, nous sépare un peu des bruits extérieurs, des résultats et des choses comme ça. Et puis j'ai surtout aussi remarqué que plus on engage, moins on se met en danger. Et en fait, pour dominer un sujet, il faut le prendre par... Comme on dit, on prend le taureau par les cornes, quoi. Et c'est le meilleur moyen de dompter la peur, en tout cas. Bien sûr. C'est de lui faire face, je pense.
Ah, c'est super intéressant ce que tu dis sur la peur, qu'en fait, elle t'aide à te concentrer sur les choses importantes et pas Ouais. sur les choses superflues Exactement, ouais. qui servent à rien, mais qui peuvent pourrir un peu le Qui peut cerveau. pourrir complètement. Et Ouais, carrément. en fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut, je pense qu'il faut enlever. Elle est là pour une raison, la peur. Mm. C'est qu'il y a un danger. Enfin, c'est très animal Comme réflexe. comme réflexe. Et je pense que ce serait stupide de dire qu'on n'a pas peur, parce que je pense que tout le monde au départ a une certaine crainte. Mm. Et en tout cas, des gens que je connais, c'est ça. Et moi c'est mon cas. Ok. Et je pense qu'elle est nécessaire. Et pour continuer dans les émotions, il y a aussi le stress, la pression, on en a parlé un peu. Ouais, j'ai envie qu'on en discute un peu parce que c'est aussi beaucoup ce que les jeunes rencontrent et les moins jeunes, hein, même. Bien sûr, ouais. Comment est-ce que toi tu gères ça? Est-ce que tu arrives à le gérer? Est-ce que tu arrives à l'accepter? Bref, comment ça se passe pour toi? Je pense que je le gère pas super bien. Non, je pense que c'est quelque chose, le stress, c'est quelque chose qui est assez vicieux, je dirais, parce que tu sais jamais trop quand est-ce que ça va arriver. Je trouve que ça tombe un peu dessus, tu sais pas trop pourquoi. Moi, il y a des courses, vraiment, j'arrive où je suis pas stressée du tout, et presque ça me fait stresser de pas être stressée. Je me dis, bon, bah là, il y a un truc qui va falloir... Et puis d'autres où je suis en stress dépassé complet, et c'est la panique. Alors, je suis un petit peu dans l'extrême, mais ça peut se passer un peu comme ça. Je pense que, ouais, comme je le disais tout à l'heure, les émotions, on les contrôle pas forcément. Et c'est plus de les observer. Et puis essayer, si on est en stress dépassé, je pense qu'il faut essayer d'en parler avec quelqu'un en qui on a confiance, qui peut avoir les bons mots, qui peut rassurer, qui peut... Puis il y a plein d'outils. En tout cas, moi, je sais que la respiration, ça m'aide beaucoup. Que je me rassure en visualisant, par exemple, le tracé. Et en fait, revenir à des choses très simples, très basiques, comme des intentions qu'on peut avoir poussées au départ, des choses qu'on maîtrise complètement, ça atténue vachement le stress. Okay. Parce qu'en fait, le stress, il sera toujours présent, c'est normal. Je pense que on n'aime pas être derrière le portillon. Cette sensation est très désagréable pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut... il faut revenir sur soi pour essayer de juste pas surréfléchir. Et puis après, une fois que tu as passé le portillon, en général, ce stress, il s'en va tout seul. Et plus on est dans l'action, moins on a le temps de penser à ce stress, je pense. Okay. Et pour terminer sur la pression, pour les émotions, est-ce que pour toi, plus la compétition est importante, plus il y a de la pression? Par exemple, est-ce qu'au jeu, il y aura plus de pression que sur, les championnats de France, par exemple? Ou pas forcément? Elle est liée à quoi pour toi, la pression? C'est difficile à dire, je pense. Je pense que la pression, c'est les attentes que les gens et moi-même peuvent me mettre. Je dirais pas que j'ai presque plus de pression, je dirais, si je vais faire une Coupe d'Europe, que je pense en Coupe du Monde. Parce que tu as un statut Parce que tu as un statut à défendre. Là, j'ai vraiment zéro statut, et c'est ce qui a été aussi un peu difficile. C'est aussi, je pense, là où je me suis trompée l'année dernière, c'est que en ayant fait une bonne saison, je me suis mise des attentes très hautes, donc une pression supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Et c'est là où je me suis trompée, parce que je me suis vraiment mis trop la pression pour faire des choses. Ok. Ouais, trop bien. Et tu dis que tu prends pas forcément de plaisir sur les courses, sauf peut-être à l'échauffement et tout. À l'entraînement, tu arrives quand même à prendre du plaisir, j'imagine? Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie de retourner en compétition s'il n'y a pas tant de plaisir? Ça, c'est la bonne chose. C'est la bonne question. C'est la question que je me suis posée régulièrement. Ça n'a pas été forcément très agréable, toutes les courses. Quand à chaque arrivée, tu pleures parce que le plaisir dépend d'un résultat, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Et ce qui m'a fait y retourner, c'est de savoir que c'est l'espoir, en tout cas, sur lequel je m'accrochais pour aller chercher un résultat. Et en fait, c'est pas la bonne démarche. C'est
c'est pas la bonne démarche. En fait, en course, le plaisir pour moi, alors c'est sur quoi j'essaye de me détacher, mais pour moi, dépend du résultat. Et en fait, ça marche. Ce serait peut-être plutôt l'inverse qu'il faut aller chercher. Plaisir pour avoir un résultat plutôt que... ouais, complètement. Complètement. Mais c'est dur, et c'est dur autant plus. Alors ça va que je fais un sport qui est médiatisé, mais c'est pas non plus le football. Oui. Mais c'est d'autant plus dur que les gens te regardent, donc on reparle de la pression aussi un peu, parce que c'est dur aussi de se faire juger derrière par des gens qui connaissent pas forcément grand chose. Et du coup, c'est un peu tout ça qui peut enlever un peu de plaisir dans la compétition. Ça m'est arrivé de faire des fautes en course, et sachant que j'ai les caméras qui sont là et qui du coup je me dis là je suis ridicule, quoi. Ok. Et ça m'est arrivé, et je pense que c'est des fois j'avais pas envie d'être ridicule, du coup je m'arrêtais, c'était plus simple de sortir que d'aller en bas. Ouais. C'est fort ce que tu partages. Déjà, merci de partager ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait la force de partager ça. Ouais. C'est fort, et merci pour ça. C'est fort parce que toi, les athlètes, par exemple, que j'accompagne, ils n'arrivent même pas à prendre conscience que des fois, ils peuvent avoir aussi ces réflexions-là. Et le fait que ça arrive aussi à ton niveau, je pense que ça peut leur faire du bien d'entendre ça. Bah, tant mieux, si ça peut servir à ça. Et j'en suis convaincu. Du coup, ma sœur, elle a fait pas mal de compétitions contre toi, par exemple, aux écureuils, etc. Ouais. Et je lui ai demandé de préparer des questions qu'elle voulait te poser. Elle a préparé beaucoup plus que moi l'épisode, parce qu'elle m'a envoyé une liste de questions, t'imagines même pas. Du coup, je vais devoir sélectionner. Sélectionner plus pertinentes. Exactement. Et toi, c'est assez long, hein. Ah ouais. Elle a vraiment préparé elle a vraiment préparé l'épisode. Elle a vraiment préparé. Je lui ai dit, merci vas-y. Justine, alors. Exactement. Je lui ai dit, vas-y à ma place. Elle m'a dit, non, j'en serais incapable. Mais en tout cas, elle était contente de pouvoir écrire ça. Il y a pas mal de questions, je sais même pas laquelle j'ai envie de te poser. La première question que je vois, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer? La pression, les blessures ou les attentes extérieures? On l'a un peu évoqué, mais je pense que ça peut faire un beau résumé de ce qu'on a dit. Je dirais les attentes, mais pas extérieures. Mes attentes, les attentes en général, extérieures, et mes attentes. Je pense que c'est le plus dur à gérer. Comment tu fais pour rester lucide quand tout le monde attend un résultat de toi? Et moi, la question que je voulais te poser, en tout cas le sujet que je voulais amener, c'était, tu as parlé des gens qui pouvaient te critiquer un petit peu. Peut-être que, j'en ai pas trop vu, mais peut-être que tu as des haters ou quoi que ce soit. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Alors, les critiques, c'est rigolo parce que j'ai fait une course il y a pas longtemps où je fais une grosse faute, je suis DNQ. Et j'ai adoré aller sur Facebook, regarder les commentaires de ma course. Et je me suis dit, et je me suis fait engueuler d'ailleurs par mon copain qui m'a dit, mais t'es complètement stupide d'aller lire ces trucs, parce que c'est vraiment pas agréable. En fait, les pires choses que tu penses sur toi, tu les lis. Elles sont là. Et elles sont là, et tu dis, et il n'y a pas que moi qui les pense. Oui. Et c'est très, très désagréable comme sensation. Je me souviens au championnat du monde l'année dernière, d'un gars qui avait dit... que j'avais fait perdre l'équipe au Team Even. Enfin bref, il y en a toujours des gens comme ça. Je pense que le mieux à faire, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas les lire. Mais bon, des fois tu tombes dessus. Je pense que moi, c'est mes proches qui m'aident le plus. C'est là-dessus. Ouais. Okay. Qui sont là. Ouais, puis souvent, c'est ce genre de personnes qui font plus de bruit. Et j'imagine que ma sœur, elle n'a jamais commenté quoi que ce soit. Alors qu'en fait, elle a fond derrière ça, tu vois. Ouais. Et, du coup, on ne le voit pas. C'est ça. Et c'est bien d'en parler. Dans le biathlon, il y a Justine Brézaboucher qui en a parlé aussi récemment. Et que c'était ultra dur à vivre. Ouais. Donc, merci d'en parler. Il y a aussi un sujet que j'aime bien aborder, et c'est bien qu'elle en parle, c'est est-ce que tu as senti une différence de traitement en tant que fille, surtout plus jeune, dans ce milieu-là? Je crois pas plus jeune. J'ai pas de souvenir. Maintenant, je sais que les filles, on est moins regardées à la télé. C'est toujours un peu moins impressionnant. Je sais que les contrats, c'est pas les mêmes entre filles et garçons. Est-ce que c'est bien? Je pense pas. Mais je le ressens pas. En tout cas, c'est pas c'est pas un poids sur non. Okay.
Et une dernière question de ce qu'elle m'a posé, même si je t'enverrai la liste comme ça. Comme ça, je lui répondrai après. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui doutent alors qu'elles ont le niveau? Oh là, ce serait plein de choses. J'aimerais leur dire plein de choses. J'aimerais leur dire qu'elles valent autant que les autres. Surtout que c'est quelque chose que j'aimerais me dire aussi et que j'aimerais me convaincre. C'est qu'un résultat, ça ne te définit pas. Et donc, il n'y a pas de... Plus tu doutes... Je crois que c'est d'ailleurs Romane Miradoli. J'ai lu une interview d'elle qui disait les doutes, c'est de l'avance que les autres prennent. Et je trouve ça complètement vrai. Et elle est très forte là-dedans, Romane, pour ça. Et c'est quelque chose que je lui envie, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de doute à avoir, en fait. On a tous nos qualités et tous nos peurs. Et je pense qu'il faut... On n'est pas moins bon qu'une autre, je pense. Et qu'il faut s'accrocher à ça, quoi. Oui, bien sûr. Ok, trop bien. Voilà. Et puisqu'on est dans ce sujet-là, on a parlé aussi tout à l'heure de la relation entraîneur-entraîné. Et je sais que, du coup, moi, dans mes groupes, il y avait des garçons, des filles. Et c'était souvent un sujet de « Ok, j'agis de telle manière avec les garçons, de telle manière avec les filles. » Et j'avais souvent des discussions avec les filles, justement, sur ma manière d'agir avec elles, etc. Toi, comment tu as vécu ces relations avec les entraîneurs, sachant qu'en tant que fille, c'est toujours différent qu'en tant que garçon. Et comme moi, je ne l'ai pas vécu, pour avoir un retour de... Je pense que c'est très différent déjà d'entraîner une fille et un garçon. Je pense que les filles, on est beaucoup dans l'interprétation, la surinterprétation, et on a besoin peut-être de plus d'affect que... En fait, on a besoin de plus... Moi, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce qu'on a aussi des caractères différents, mais il y a plus besoin de mettre les formes sur les choses, et je pense que l'entraîneur a un gros rôle là-dedans, c'est-à-dire que, en tout cas, peut-être que plus jeune, j'étais pas capable d'entendre si on me disait là, t'as skié sur l'inter, je dis mais en fait, je suis nulle, j'arrive pas à le faire. Je grossis un peu le trait, mais c'était un peu ça, c'est prendre chaque critique qui est censé faire avancer personnellement. Et je pense que les filles ont plus tendance à aller dans ce trait de personnalité qu'un garçon sur lequel on va pouvoir être plus frontal, plus direct. Une fille, il va falloir peut-être mettre un peu plus d'affect et de forme. Okay. Ouais, très bien. C'est intéressant. Et c'est souvent que j'entends dire ça. Et toi, moi, quand j'étais coureur, je crois que j'avais vraiment besoin d'affect, justement, avec les entraîneurs. Et c'est bien aussi de voir que du coup c'est très personnel. Toi, il y a des filles qui n'en ont pas du tout besoin et qui vont être beaucoup plus bourrues, beaucoup plus... Oui, exactement. Tu sais, on pose souvent la question qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 10 ans qui te voit aujourd'hui? Moi, j'ai envie de faire l'inverse. Imagine, tu es la petite Clara de 10-15 ans. Qu'est-ce que tu dirais du parcours que tu as parcouru, et qu'est-ce que tu dirais à la Clara d'aujourd'hui, justement? J'ai eu la discussion avec mon copain il n'y a pas longtemps. C'est rigolo. Je dirais que tu peux quand même être fier de ta carrière. Parce que je suis pas allée... je pense qu'à 10-15 ans, j'aurais rêvé être la Mickaëla Schifrin. Mais il n'empêche que j'ai quand même fait des choses bien dans ma carrière, et je pense que sur lesquelles je peux être fière. Ok. Voilà. Et imagine être la Clara en 2028, imaginons. Qu'est-ce qui a besoin de s'être passé pour que tu sois une skieuse accomplie et que tout soit top? Je suis plutôt sur la fin de carrière que sur un début quand même. Donc je sais pas trop combien de temps je vais rester encore dans le milieu du ski. Si je dois aller plus loin que... Ouais, je pense que dans tous les cas, j'ai tiré un trait depuis longtemps sur une carrière à gros globe. Peut-être que j'aurais pu réussir. Maintenant, je pense que je commence à fatiguer aussi un peu de ça. Okay. Et du coup, je pense que j'aimerais, en tout cas, remonter sur un podium en Coupe du Monde. Okay. Mais je pense que je suis assez
assez au clair avec ce que j'ai fait, avec la carrière que j'ai. Ok. Je pense que maintenant, c'est que du bonus. En gros, ça pourrait s'arrêter aujourd'hui, que tu serais presque OK Ouais, avec, je serais OK avec ça, ouais, carrément. Imagine, justement, ta carrière, elle s'arrête aujourd'hui ou quand elle s'arrêtera. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, au-delà du palmarès et de ce que tu as accompli? C'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Et je sais que les gens disent ça, que j'étais une très bonne skieuse qui a pas eu un palmarès. Donc j'espère qu'on retiendra pas que ça de moi. J'espère qu'on retiendra que je suis peut-être quelqu'un. Je suis quelqu'un de très introverti, alors je pense que je vais passer un peu comme un fantôme dans le truc. Enfin, on se souviendra pas de moi comme on se souviendra de Federica Brignone, ça c'est certain. Mais si je peux avoir laissé une image plutôt positive, je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt gentil dans le circuit. Ben ça me ferait plaisir qu'on retienne ça en tout cas. Ouais, cette image-là de toi. Ouais. Okay. Et je suis pas sûr que tu disparaisses comme un fantôme. Parce que t'es quand même un nom malgré tout, toi, en France et tout, t'es quand même un nom, t'es pas personne, tu vois. Donc, ouais, j'allais dire, ne te minimise pas, j'ai aucun conseil à te donner, mais en tout cas là-dessus, c'est ce que j'ai envie de te dire. C'est gentil. Et qui est-ce que tu aimerais pouvoir voir à mon micro et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir écouter dans mon podcast? Et ben, justement, on en parlait de Grégory Masson. Ok. Et ben, j'aimerais bien avoir la vision aussi d'un entraîneur de... Si tu le rencontres, tu verras, c'est une star. Moi, moi, quand j'étais en FIS, lui, il était entraîneur au comité Mont-Blanc, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, je sais pas s'il se rappelle de moi, mais moi, je me rappelle de lui. Ouais. Effectivement. Donc, je vois bien qui c'est. Et surtout, son fils. Oui, il entraîne... Donc, actuellement, il entraîne le Mont-Blanc, je crois. Ouais. Et avant, quand il était coureur, je crois qu'il a 1 an de plus que moi. Ok, du coup en fait, on se voyait, le comité... Moi, j'étais au comité Dauphiné. Ok. Donc, entre comités, en fait, on se croisait. Donc, je vois très bien qui c'est, en tout cas. Et ben lui, ça peut être une star. Okay. C'est à sa façon. Ouais. C'est un personnage. Très bien. Et on lui demandera de venir à mon micro. Passer, ouais, exactement. Ouais, carrément. Ok, très bien. Pour avoir la version d'un entraîneur, peut-être. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça peut être vraiment intéressant. Très bien. Et aussi, j'aime bien, pour une question, tourner un petit peu et que tu puisses, toi, me poser une question. Depuis tout à l'heure, je t'interview. Ouais. Et en même temps, est-ce que tu as une question à me poser? Et si tu n'en as pas, c'est totalement OK aussi. Mais est-ce que tu as une question à me poser? Comment ça t'est venu de faire les podcasts, d'interviewer un peu comme ça des gens dans le ski? Enfin, qu'est-ce qui te pousse à faire ça, en fait? Qu'est-ce que tu vas chercher derrière vos témoignages et tout témoignages, ça? Ouais. Déjà, je pense que ça peut vraiment inspirer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a pas mal d'écoutes dans le monde du ski alpin. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent mon podcast. Et donc, toi, les jeunes athlètes, les jeunes skieurs qui écoutent, ça peut vraiment les inspirer. Et tout le monde n'a pas accès à la préparation mentale. Tout le monde n'est pas prêt à faire la préparation mentale. Mais avec des témoignages comme le tien et comme d'autres, en fait, ça permet d'avoir ce recul-là et d'avoir cette approche-là déjà, sans même faire de la préparation mentale. Moi, je me dis que quand j'avais été coureur, si j'avais entendu ce que tu dis là, je pense que ça m'aurait énormément aidé. Été déculpabilisé aussi, parce que moi aussi, quand je faisais une faute dans la manche, je me disais, c'est foutu. Ouais, vaut mieux mettre la flèche, tu vois, parce que se prendre 10 secondes en bas en FIS, ça fait mal. Et toi, le fait d'entendre une personne comme toi le dire, ça va, je suis pas le seul déjà, donc ça fait du bien. Et donc ça, c'est la raison officielle. Et la raison officieuse, c'est que en fait, je kiffe. C'est je sais pas si tu connais Big Flo et Oli. C'est des rappeurs. Okay. Ils sont 2. Et Oli, il dit que c'est un rat de star. En gros, il adore les stars et quand il va au festival et tout, il traîne dans le festival, machin, et il essaie de prendre le plus de photos avec le plus de personnes possible. Moi, je suis un peu comme ça. J'adore les personnes qui ont accompli des grandes choses ou qui sont en train d'accomplir de grandes choses, à mes yeux. Okay. Et donc, c'est pour ça aussi que je t'ai contacté, tu vois, parce que en fait, ça fait kiffer l'enfant que j'étais. Et ton nom, je l'ai toujours entendu, toi, ma sœur, elle était donc j'ai toujours entendu toi. Estelle Alphonse, c'est pareil, je vous ai toujours entendu. Et donc, en fait, ça me fait kiffer juste de poser ces questions-là. Et même s'il n'y avait pas de micro, en fait, c'est le prétexte pour pouvoir discuter avec toi. Sinon, je l'aurais jamais fait. Et donc, c'est trop cool pour moi, quoi. Ok, trop cool.
Merci pour ta question. Merci à toi. Elle était top. Et j'aime bien terminer aussi en disant, toi, tu as une caméra qui est juste là. Ouais. Et si je te laisse 10 secondes avec la caméra, pour terminer le podcast, qu'est-ce que tu auras envie de dire au monde entier? Au monde entier, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Je dirais que la vie, elle est cool. Il faut surtout en profiter dans tous ses aspects, en fait. Et c'est toujours dur de dire qu'est-ce que ça veut dire profiter. Je pense que c'est juste faire les choses qui nous font plaisir, mettre de la passion dans ce qu'on a envie de faire et de la détermination, et puis aller voir au-delà de justement des réels Instagram et d'aller voir un peu dehors et tout ce qui se passe. Okay. Rencontrer des gens, parce que les gens sont très riches aussi. Ouais, trop bien. Riche de plein d'expériences. Incroyable. Voilà. Et toi, ce que tu dis à la fin, là, ça me fait penser à ce que disait Angèle Hugues. Je sais pas si tu vois qui c'est, elle est vice-championne olympique de kayak cross. Ok. Et le mot de la fin, je pense que c'est exactement le même que ce que tu dis. C'est kiffer, prenez du kiff dans votre vie. Ouais. Et on verra bien où ça vous mène. Exactement, ouais. Merci d'avoir partagé ça. Merci d'avoir partagé cette heure bientôt et quart avec moi. J'ai pris énormément de plaisir. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les JO et tout ça? Je pense d'être bien. D'être bien. C'est juste ça qu'on peut me souhaiter. Très bien. Et sois bien alors. Et, merci. Et on te soutient à fond pour les JO. Trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt dans Au-delà des médailles.